Salut les amis, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette chronique exceptionnelle aujourd'hui avec notre ami monsieur Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver. C'est l'été. C'est Bonsoir, aujourd'hui. bonsoir monsieur Cohen. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir. Et en plus de ça, donc l'actualité que nous allons euh, Oui. Ah, non, voilà, désolé, monsieur Cohen. Bon. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, oui. Désolé, petit souci de connexion. D'ailleurs, on va pas perdre de temps. Je vais vous partager quelque chose et on va commencer l'émission, bien sûr. Alors, monsieur Cohen, il est là. C'est parti. Boum. Là. Bon, ben merci. Hein. Attendez, monsieur, c'est pas fini. Attendez, ça continue. Bravo. Voilà les Merci. amis, je voulais vous faire cette petite surprise, monsieur Cohen. Donc, vous fêtez aujourd'hui vos 80e bougies. Eh oui, eh oui. Eh ben voilà, il fallait marquer le coup. Hein. Ça tombe pile poil avec notre chronique hebdomadaire. Donc, Voilà. un grand bonheur de vous recevoir aujourd'hui. Et ben, Merci, merci. je vous souhaite encore longue vie et Merci. puis que ça continue, que vous vous portez bien, que vous restez en bonne santé et puis qu'on puisse continuer ces émissions avec vous chaque semaine. Toujours aussi intéressant d'avoir vos analyses. Merci, monsieur Cohen. Merci, moi. Voilà, donc les amis, aujourd'hui, Bon, on fête donc l'anniversaire de monsieur Cohen et on va commencer, comme d'habitude, vous pouvez interagir avec nous. On va commencer sur, bien sûr, le sujet
d'actualité, la Palestine, bien sûr, et donc des négociations en cours concernant un cessez-le-feu éventuel, bien sûr, qui ne voit pas le jour, mais on l'espère, bien sûr. Alors aujourd'hui se réunissent au Qatar le chef de la CIA, le chef des renseignements égyptiens, le chef des renseignements qatari, le chef du Mossad, d'autres chefs du renseignement israélien, pour tenter avec des représentants du Hamas, pour tenter de trouver les conditions d'un cessez-le-feu et d'un échange des otages. Bon. Alors, le problème est le suivant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y a ces échanges, mais la partie israélienne fait toutes sortes de manigances et de manœuvres pour faire échouer, parce qu'évidemment, Israël ne peut pas dire je veux continuer la guerre jusqu'au dernier Gazaoui. Ça ne se fait pas. Et puis, il y a des questions des otages. Et puis, il y a la pression internationale, etc. Donc, il faut en sorte de faire tomber la responsabilité de l'échec sur le Hamas. Alors, est-ce que cette fois-ci, ça va marcher? Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas. Je n'ai même pas d'intuition, ni pour ni contre. Le problème est que ça vient d'un problème de politique intérieure israélien. C'est-à-dire, Netanyahou n'a pas intérêt à ce que la guerre s'arrête, pour deux raisons. D'abord, sur le plan personnel, il risque d'être balayé par une enquête sur le 7 octobre, sur le procès qui reprendra, etc. Et deuxièmement, s'il fait un cessez-le-feu, ces deux ministres extrémistes, Ben Gvir et Smotrich, ont menacé de quitter le gouvernement. Et apparemment, ils sont déterminés, eux, à aller jusqu'au bout. Et s'ils quittent le gouvernement, c'est la fin du gouvernement Netanyahou et probablement la fin de sa vie politique, tout court. Voilà. Sa carrière s'arrête là. Voilà. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il mène aussi cette guerre. C'est la fuite en avant pour qu'il y ait toujours cette guerre qui lui permet de rester au pouvoir et d'entraîner le peuple malgré lui dans ce conflit. Sauf que jusqu'à présent, en tout cas, c'est un conflit, même s'il est dur pour les Israéliens, il est quand même gérable au niveau des pertes, au niveau des blessés, au niveau des dégâts économiques. Je pense qu'il reste gérable. Il ne faut pas oublier quand même que l'Amérique est derrière. Je ne sais pas, ils ont donné il y a quelques semaines 14 ou 15 milliards. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ils sont prêts à prendre en charge la majorité des dépenses. Le risque, c'est le dérapage vers une guerre généralisée. Bon, je l'ai dit la semaine dernière, mon intuition est qu'il n'y aurait pas de guerre généralisée, et pour le moment, il n'y en a pas. Je pense que l'Occident, notamment les États-Unis, parce que les Israéliens ne feraient jamais la guerre contre l'Iran tout seuls. Comme je l'ai dit la semaine dernière, ça fait 20 ans que les Israéliens rêvent d'en découdre avec les Iraniens. Mais encore faut-il qu'ils entraînent d'autres puissances, parce que tout seul, ce n'est pas possible. Mais les Américains ne feront jamais cette folie, parce que, pas seulement sur le plan militaire, d'abord,
il y a énormément de bases dans la région. Vous imaginez la catastrophe si quelques missiles tombaient sur ces bases et faisaient des centaines de morts 2 mois avant les élections. Quelle catastrophe pour le système américain. Et surtout, par exemple, si ces bases sont envahies par des dizaines de milliers de soldats iraniens, ils ne sont pas en capacité de résister, sans compter que sur le plan du pétrole, ça peut être une catastrophe. Bon. Donc, les Américains ont dû donner des avertissements sévères qui ne veulent absolument pas de conflit généralisé. Bon. Même si c'est terrible parce que les Israéliens se retrouvent humiliés par le Hezbollah qui bombarde. Là, il y a 2 jours, ils ont bombardé une des bases les plus sophistiquées d'Israël, qui s'appelle la base de Méron. Et donc, je pense, enfin, sur le plan du cessez-le-feu et de l'échange des otages, peut-être qu'il y a eu suffisamment de pression pour y arriver. Moi, je n'ai vraiment pas d'avis. Je pense quand même que les gens qui sont partis à Doha aujourd'hui, ils ont dû avoir des sérieuses garanties pour y aller. C'est-à-dire que le chef de la CIA, le chef des renseignements égyptiens, il ne pourrait pas y aller s'il n'avait pas des garanties de succès. Parce que quand même, ils mettent aussi leur crédibilité en jeu. Donc, ce n'est pas une réunion pour rigoler. Voilà. Voilà. On ne déplace pas des gens aussi, on ne prépare pas une réunion aussi vitale avec des gens aussi haut placés s'il n'y a pas des garanties de succès. Donc, moi, je dirais que c'est 50-50. Bon, c'est une réponse à la normande. Je suis désolé, mais on verra. Voilà, on verra de toutes les façons. On verra ça durera quoi, 2-3 jours, cette réunion. Parce qu'en général, quand on réunit des personnes aussi haut placées, c'est que d'abord, ça a été préparé à l'avance et que donc ils viennent finaliser les échanges qui ont été faits avec des sous-directeurs, etc., etc. Donc, à mon avis, c'est pour finaliser la solution. Donc, il y a des chances que ça aboutisse. Mais encore une fois, le problème, c'est Netanyahou qui, pour des raisons de politique intérieure et des raisons de politique personnelle, risque de faire encore le mariole. Voilà. Alors, peut-être que jeudi prochain, on aura à mon avis, dans 2 ou 3 jours, on saura. Voilà, parce que ça ne peuvent pas mobiliser de telles réunions pendant une semaine. Donc, dans 2-3 jours, on saura ce qu'il en est. Voilà. Et monsieur Cohen, on a eu aussi le déplacement de Mahmoud Abbas en Russie. Qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Oh, à mon avis, c'est juste un geste de Poutine, de la Russie, pour montrer la solidarité. Mais c'est un geste qui, je veux dire, malgré la bonne volonté de Poutine, il ne peut rien faire pour lui. Voilà. Il ne peut rien faire pour Mahmoud Abbas, à part lui dire, voilà, la Russie vous appuie, mais il ne peut rien faire. C'est-à-dire, Mahmoud Abbas est l'otage des Israéliens. Voilà. D'ailleurs, j'ai mis un post un peu cruel hier, je crois, en disant que Poutine est allé en Russie. Non, pardon. Mahmoud Abbas est allé en Russie, mais avec la bénédiction des Israéliens. Parce que Mahmoud Abbas, pour prendre l'avion de chez lui en Russie, il doit passer par les radars israéliens. Et donc l'Israélien lui dit OK, tu peux y aller. Voilà. Donc voilà, donc je veux dire, c'est bien sûr la Russie comme la Chine veulent montrer
veulent donner des gages aux Palestiniens. Par exemple, comme la Chine qui a réuni toutes les factions palestiniennes, etc., comme Poutine reçoit Mahmoud Abbas, mais ils peuvent pas faire grand-chose pour lui. Voilà. La Russie ne peut pas faire grand-chose pour Mahmoud Abbas, ni pour les Palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza. Voilà. D'accord. Alors, on a eu un article, aujourd'hui on est le 15 août, hein, et on a eu un article le 11, donc dimanche. Dimanche, je pense qu'il a dû sortir lundi matin, l'article, sur i24 News, Oui. qui disait donc qu'il y aurait une possible attaque majeure contre Israël dans les prochains jours avant la reprise des pourparlers pour le cessez-le-feu. Là, on est le 15, bon, il n'y a rien qui se passe. Quelle est la crainte de l'Iran, là? Pourquoi elle n'attaque pas? Pourquoi elle ne riposte pas? Parce qu'elle n'a pas les moyens, parce qu'elle a peur de... Parce que si elle attaque, s'il y a une attaque d'envergure, à ce moment-là, les Américains, même des pays européens, ont dit qu'ils appuieraient Israël. Donc, je ne pense pas... C'est le régime iranien. Quel est l'intérêt du régime iranien? L'intérêt du régime iranien n'est pas de se lancer dans une guerre d'où il sortirait nécessairement meurtri. Je veux dire, une guerre où l'Iran reçoit des milliers de missiles, bien sûr, il peut répondre. Mais quand même, la force de frappe, comment dire, occidentalo-sioniste est quand même énorme. Donc, l'Iran pèse le pour et le contre. Je dis, bon, qu'est-ce que ça va m'apporter de faire une guerre généralisée? Voilà. Même si je touche des choses sensibles en Israël, et encore, enfin bon, peut-être, mais admettons, la majorité des sites iraniens pourraient être détruits. Et est-ce que la Chine et la Russie viendraient à son aide? Je ne sais pas. Enfin, c'est assez problématique. L'Iran est un pays qui ne veut pas faire la guerre, qui a renoncé à produire la bombe atomique sous contrôle international. Donc, c'est un pays, c'est un régime qui a envie de se développer, qui a envie de développer sa population et qui, voilà, et on pousse l'Iran à la guerre. Il faut comprendre ça que depuis 30 ans, depuis l'instauration du régime islamique, l'Iran est en but à l'hostilité occidentale. Qui a mené la guerre, une guerre de 7 ou 8 ans, je crois? C'est l'Irak, armé par l'Occident, qui a essayé de détruire le régime islamique. Donc, et après cette guerre terrible, les Occidentaux ont pris le relais. C'est-à-dire, il y a eu un harcèlement diplomatique, etc., d'Israéliens pour dire l'Iran, c'est le nouvel Hitler. Rappelez-vous Ahmadinejad, il a été traité d'Hitler, etc. Et donc, l'Iran a beau donner toutes les garanties, il est en but parce que l'Occident n'admet pas, dans cette région-là, oui, n'admet Justement, pas, oui, allez-y, finissez. l'Occident n'admet pas l'émergence d'une puissance qui fasse pendant à la domination sioniste. Voilà. Regardez ce qui est arrivé à l'Irak, ce qui est arrivé à la Libye, etc. Voilà. Alors justement, quand vous me parlez de Ahmadinejad qui a été comparé à Hitler, je repense à quelque chose là que vous avez que vous avez posté, je crois hier ou ce matin sur votre compte Telegram. Vous avez fait un parallèle entre le passé nazi et aujourd'hui, où vous dites que c'est simplement les couleurs qui changent, mais l'idéologie reste la même. Écoutez, si on est vraiment, enfin,
si on prend l'idéologie de l'Allemagne des années 30, bon, sans prononcer des mots qui pourraient se retourner contre moi, contre nous, contre la vidéo, vous comprenez? Oui, oui. Il y a quand même des ressemblances au niveau idéologique, au niveau de la supériorité de la race, au niveau de la race inférieure, au niveau des moyens utilisés, etc. Enfin, je veux dire, au niveau du militarisme à outrance. D'accord. Et est-ce que justement ce parallèle que vous faites, est-ce que il pourrait se passer la même chose qui s'est passé par rapport à l'Allemagne nazie, et donc aujourd'hui l'Occident qui se retournerait contre Israël? Non, jamais. Enfin, jamais. Peut-être dans 10 ans, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire quand je dis aujourd'hui, ça veut dire cette année et les années qui viennent. Enfin, les 3, 4, 5 années qui viennent. C'est une éventualité totalement impossible. Voilà. D'accord. L'Occident est, en tout cas, à court terme, il est du côté d'Israël. Voilà. Et donc, Très bien. oui. Allez-y, allez-y, finissez si vous voulez continuer. Oui, et donc, Attends. Je voulais poser une question. Oui, une seconde, s'il vous plaît. Une seconde, je vous donne la parole juste après, s'il vous plaît. Allez-y, laissez-le poser la question. Alors justement, il y a pas mal de monde là il y a quelques questions sur le chat, et j'ai Oui. 2-3 personnes sur TikTok. Donc sur TikTok, il y avait Samy qui était monté le premier. Donc Samy, si tu as une question, tu m'entends, Samy? Voilà, Monsieur Cohen, vous êtes là? Oui, oui. Voilà, donc il va répéter la question. Vas-y, je t'en prie, Samy. Oui, Monsieur Cohen, bonjour. Alors, ma question, c'était est-ce que Israël a des relations particulières avec les pays arabes, c'est-à-dire de pays en pays, de relations différentes? Et pourquoi ces relations sont aussi, on va dire, différentes? Pourquoi Israël agit d'une manière avec un certain pays et d'une autre avec un autre pays arabe? Est-ce que c'est plutôt religieux? Est-ce que c'est plutôt financier? Est-ce que c'est plutôt... Bon, d'accord, j'ai compris. Non, non, c'est juste une question de... Israël ne pouvait pas arriver à une paix, entre guillemets, hein, parce que la paix qu'il a signée n'est pas une vraie paix. Enfin bon, on en reparlera. Et en principe, pour faire une vraie paix, la Ligue arabe, l'Arabie saoudite, en 2002, au nom de la Ligue arabe, a proposé une paix globale. À l'époque, seuls 2 pays avaient signé la paix avec Israël, l'Égypte et la Jordanie. Et l'Arabie saoudite avait proposé une paix globale. Ça veut dire avec tout le monde arabe, on règle tous les problèmes,
la Palestine, etc., mais qui n'allait pas. À l'époque, c'était Ariel Sharon qui était Premier ministre et il a balayé d'un revers de main, avec beaucoup de mépris, cette offre de paix, parce que ça n'intéresse pas les Israéliens. Bon. Je crois que j'ai déjà expliqué pourquoi Israël n'est pas intéressé par la paix. Voilà. Par contre, Israël est intéressé, ce qu'il a fait, c'est prendre les pays arabes un par un. D'abord l'Égypte, parce que l'Égypte, pour des raisons particulières, en 1980, il y avait Kissinger, etc. Et donc, on a mis beaucoup de pression sur l'Égypte. L'Égypte voulait récupérer le Sinaï, on lui a proposé beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, l'Égypte a été exclue de la Ligue arabe quand elle a signé la paix avec Israël. Donc, il y avait déjà une brèche. La deuxième brèche, c'est les accords d'Oslo. La troisième brèche, c'est la Jordanie. Les autres brèches, c'est les Émirats arabes unis, puis le Maroc. Et puis, éventuellement, dans un an ou deux, l'Arabie saoudite. Donc, en fait, l'intérêt d'Israël, ce n'est pas une paix globale qui réglerait le problème. Parce que toutes ces paix qu'Israël a signées avec divers pays arabes, ils n'ont pas réglé le problème palestinien. Ils n'ont pas réglé le problème d'Al-Quds. Ils n'ont pas réglé le problème du Golan syrien. Donc, en fait, ils ne règlent pas de problème. La paix, la Pax Israelana qu'Israël impose, c'est on fait la paix à mes conditions. Ça veut dire je ne renonce à rien, il n'y aura pas d'État palestinien, mais on va signer la paix quand même. Voilà. Et c'est vers cette paix-là qu'Israël est en train de se diriger. Il restera peut-être 4 ou 5 pays qui refuseront d'entrer dans ce jeu. C'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie, le Liban, la Syrie, l'Irak, le Yémen. Mais le reste, mettons 15 pays sur 22 de la Ligue arabe, accepteront de gré ou de force. C'est pas qu'ils sont enthousiastes, mais accepteront de gré ou de force cette paix séparée parce qu'il y a des menaces derrière. Voilà, c'est-à-dire il y a des menaces d'intervention, de Daesh, de boycott économique, etc. Et donc, et malheureusement, le monde arabe ne présente plus un front uni face à Israël. Et donc, Israël les prend un par un. Et c'est plus facile. C'est pour ça que Israël attire chaque pays à sa manière. Voilà. Vas-y, Samy. Oui, une petite précision juste par rapport à ce que vous dites, Monsieur Cohen. Oui. Si j'écoute bien, enfin, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que alors Israël a des projets d'expansion. Israël parce que a si toujours... oui. Pardon? S'il ne cherche pas la paix, il cherche quoi? Non, je veux dire, donc Israël a des projets d'expansion, quoi. C'est ça que je cherche à... Parce que s'il ne cherche pas la paix, il cherche quoi? Non, pourquoi il ne cherche pas la paix? Parce que chercher la paix, c'est d'abord renoncer à la Cisjordanie, au Golan et à Jérusalem. Et ça, il ne peut pas. Aucun gouvernement israélien, quand on dit que Netanyahou est extrémiste et que si la gauche était au pouvoir, c'est de la rigolade, c'est de la propagande. Aucun gouvernement israélien, je dis bien aucun gouvernement israélien, n'acceptera de céder la Cisjordanie, le Golan et Jérusalem. Donc, il faut bien se mettre ça dans la tête. Voilà. Donc, et le monde arabe, enfin, en tout cas, les Arabes qui ont accepté de signer cette paix ont admis ces principes. Parce que par faiblesse, ils sont faibles et donc ils acceptent. Ils ne peuvent pas faire autrement. Maintenant que l'Israélien ait des projets d'expansion, c'est évident. Mais ils ont toujours
Ils voudraient toujours le Sud-Liban. Ils ont des projets d'expansion sur la Jordanie, au-delà du Jourdain. Ils voudraient bien reprendre une partie du Sinaï égyptien. Donc, ils attendent le moment favorable pour le faire. Voilà. Que les pays arabes ne se fassent pas d'illusions. Les Israéliens attendront, même s'ils attendent 10 ans, 20 ans, 30 ans, enfin, s'ils sont encore là, ils ne peuvent pas penser autrement qu'en prenant d'autres territoires. Voilà. Alors, j'avais Quid avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Cohen. Bonsoir. Je suis heureux de partager avec vous un petit moment et merci. Merci à vous. Et c'est son anniversaire apparemment. Bon anniversaire, monsieur Cohen. Exactement. Bon anniversaire, mon grand frère. C'est notre grand frère. J'aimerais juste poser une question parce que moi je suis algérien. Oui. Et mon grand-père et mon père, et ce qu'on appelle des chouaïdas, pour ceux qui savent ce que c'est des martyrs de la guerre d'Algérie. Oui, Est-ce que dans les plans d'Israël, ou des sionistes, on va dire plutôt, est-ce que dans les plans, il y a quelque chose pour déstabiliser l'Algérie? Voilà ma question, tout simple et tout. Mais la déstabilisation de l'Algérie a déjà commencé depuis 20 ans. Je veux dire, d'abord parce que il y a le soutien au projet autonomiste des Berbères. Comment il s'appelle? Mhenni, je crois. Donc, il y a des hein? Le MAC. Voilà. Mhenni, il s'appelle. Et j'ai même assisté, enfin, je rappelle, hein, moi j'étais dans la franc-maçonnerie, enfin, un jour j'étais allé dans la loge Ben Gurion de la franc-maçonnerie sioniste en 2006-2007 et j'ai assisté à une réunion. À l'époque, c'était public et je n'étais pas connu, donc je pouvais me faufiler dans ce genre de réunion où il y avait des autonomistes algériens qui étaient reçus par la loge Ben Gurion et on leur a proposé de l'aide, etc. Donc, la déstabilisation de l'Algérie a commencé depuis au moins 20 ans et l'alliance avec le Maroc ne fera que renforcer cette tentative de pénétration, de déstabilisation et éventuellement même d'infiltration d'éléments des maquisards voilà, ou de trafic de drogue. Donc, c'est évident que, et je pense que l'Algérie le sait, et elle fait tout pour se préparer à contrer ces tentatives. Vas-y, Quid. Vas-y. Merci, M. Cohen. Je vais juste remercier. Merci beaucoup, M. Cohen, pour la réponse. Ok, merci à toi, Quid. Vas-y, Zoom, c'est à toi. Monsieur Cohen, avec beaucoup de respect et pour votre âge. Et en fait, je voulais juste savoir, est-ce que, avec tout ce que j'ai entendu sur ce que vous m'avez dit, sur ce que vous avez dit dans le live, est-ce que vous pouvez me dire si les dirigeants israéliens ne jouent pas à un jeu dangereux, en fait? Oui, ils jouent un jeu dangereux. Pardon? Oui, ils jouent un jeu dangereux. Ils le savent, mais en même temps, ils ne peuvent pas faire autrement. Vous savez, c'est comme il y a l'expression un train fou qui fonce contre le mur, et il est impossible de l'arrêter. Ça veut dire que les Israéliens se sont mis dans une logique impérialiste, colonialiste, fascisante, messianique, mystique, raciste. Ils l'ont entamé dès 1948 de toutes les façons, et ils l'ont accéléré avec 1967. Et vous savez, les Israéliens eux-mêmes le savent. C'est un pays où l'expression est très libre. Elle l'est peut-être un peu moins depuis un an. Mais disons, les controverses
sont très libres. Et il y a par exemple cette fameuse vidéo avec les 6 anciens chefs du Mossad et d'état-major où ils disent attention, nous allons vers l'échec parce qu'à force de coloniser, etc. Mais apparemment, jusqu'à présent, ça a marché. Mais à un moment donné, ça marchera de moins en moins parce que là, aujourd'hui, par exemple, il y a une situation où même si les Israéliens s'en sortent, mais ils frisent l'abîme. Ils sont au bord de l'abîme. Et tout ce qui va venir après, parce qu'ils pensent par exemple, voilà, l'Égypte est maîtrisée, la Jordanie est maîtrisée, l'Arabie saoudite sera maîtrisée. Mais qui nous dit que ça sera maîtrisé dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Les coups d'État, ça existe. Les soulèvements populaires, ça existe. Et donc, et les renversements d'alliances, ça existe. Mais en même temps, les Israéliens sont conscients des dangers de cette politique, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Et le pire, c'est que si dans les années 70, 80, 90, ils pensaient maîtriser correctement la situation, c'est-à-dire avec une faible colonisation en Cisjordanie, une autorité palestinienne suffisamment forte pour contrôler la Cisjordanie, etc. Aujourd'hui, il y a le système sioniste est complètement débordé par l'extrême droite, ce qui n'était pas prévu au départ. C'est totalement une surprise pour les Israéliens. Et là, ils ont créé une espèce de Frankenstein en eux qu'ils ne peuvent plus maîtriser. Regardez par exemple, non, c'était hier. Hier, un ministre avec 1000 ou 2000 personnes sont allés sur l'esplanade de la mosquée pour célébrer la destruction du temple. Bon, mais en d'autres temps, il n'aurait jamais fait. Le Premier ministre se serait opposé. Pourquoi? Parce qu'il y a des accords avec la Jordanie. La Jordanie a été désignée responsable des lieux saints de Al-Aqsa, etc. Mais aujourd'hui... Attends, 2 secondes. Allez-y. Le système ne peut plus arrêter ces violations des accords. Bon, la Jordanie ne peut pas dire grand-chose, mais ça bouillonne à l'intérieur de la Jordanie, ça bouillonne à l'intérieur de l'Égypte, etc. Donc, jusqu'à quand on va maintenir ces volcans, maîtrisés? Donc, ils jouent, les Israéliens, ils le savent, les voies autorisées le savent, ils jouent avec le feu, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Ok, alors merci M. Cohen, vous avez continué votre intervention, c'est pas plus mal. Moi j'ai eu un petit problème de connexion, mais du coup c'était Zoom, tu avais fini ou je crois que tu avais quelque chose encore à dire? Zoom, attends, je te renvoie le micro. Pardon. Voilà, vas-y. Excusez-moi, Monsieur Cohen, en tout cas, j'ai eu un petit peu. Est-ce que je peux vous répondre un petit peu à travers tout ce que vous venez de me dire? Moi, je pense que le train fou dont vous parliez, il faudrait peut-être qu'on trouve un moyen de l'arrêter, de faire un obstacle pour qu'il ralentisse sa course, et surtout pour les dégâts qui sont occasionnés au fur et à mesure que ce train avance, quoi, vous voyez? Il faut que l'Occident réalise, c'est ça le problème, c'est quoi? C'est pas, vous savez, les relations internationales, on a l'habitude des guerres, des massacres, il ne faut pas croire que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Malheureusement, l'humanité a toujours fonctionné comme ça. Voilà, donc, il ne faut pas rêver. Hein. Donc, le problème, c'est qu'il faut que l'Occident réalise qu'il n'est plus dans son intérêt de défendre Israël. Voilà. Et qu'il ait les moyens de peser. Or, aujourd'hui,
l'Occident n'a pas fait cette révolution intellectuelle, politique, de considérer que, ou il n'a pas les moyens aussi de le faire. Est-ce qu'il a les moyens d'arrêter Israël? Voilà. À mon avis, il n'a pas ces moyens. D'abord parce qu'il est contrôlé par les sionistes, et deuxièmement parce que Israël, si l'Occident perd Israël, il perd énormément au Moyen-Orient. Parce que qui contrôle le Moyen-Orient aujourd'hui? Comment ça se fait que tous les pays arabes, la plupart, sont devenus des agents dociles de l'Occident? Ben, c'est grâce à Israël quand même, en partie, en grande partie. Donc il sert. Donc il ne faut pas rêver, il ne faut pas croire que l'Occident, parce que train fou, c'est pas bien, il faut arrêter. Non, non, ça c'est dans les romans ou de la politique fiction. Voilà. Dans la réalité, les États s'en fichent pas mal des dégâts collatéraux, voilà, et des massacres, etc. C'est terrible à dire, mais la raison d'État ne s'arrête pas à ce genre de dégâts. C'est terrible. Très bien, merci M. Cohen. Alors, Zoom, je vais voir passer la parole à quelqu'un d'autre parce qu'il y a pas mal de monde. RR, c'est à toi. Ok. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais quelques questions. Bonsoir, M. Cohen. J'avais quelques questions concernant la mosquée Al-Aqsa. Oui. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. J'ai entendu pas mal de personnes de confession juive dire que éventuellement ils ont l'intention de détruire la mosquée Al-Aqsa pour y instaurer le temple, de ce que j'ai pu comprendre. Oui. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est une idée et une intention réelle ou c'est vraiment quelque chose où les gens fabulent un petit peu, quoi. Voilà ma question. Oui. Merci. Non, c'est une... comment dire, il y a 10 ans, les Israéliens auraient rigolé de ça. Voilà. D'ailleurs, c'était comme quelque chose comme du folklore, parce qu'il y a quelques fanatiques qui ont reconstruit le temple en miniature et qui ont reproduit les objets de culte au sein du temple, mais on ne se rend pas compte à quel point, je reconnais même moi, enfin je veux dire, je me suis énormément trompé sur la vitesse à laquelle la société israélienne est en train de se transformer. D'une société laïque à 95% il y a 40 ans, à une société nationaliste, orthodoxe, mystique, messianique, à près de 40 à 50% aujourd'hui. Et même des gens qui ne sont pas religieux, ils rêvent d'un temple. Un temple, ça signifie pour eux quelque chose d'un retour à la gloire du passé. C'est comme si on reconstruisait l'Israël du roi David, du roi Salomon. Donc, ils sont pris dans une espèce de frénésie mystique. Et malheureusement, ce n'est plus de la politique fiction, ce n'est plus de l'illusion, c'est quelque chose auquel ils commencent à s'accrocher de plus en plus. Et à mon avis, ils ne tarderont pas, si ça continue au rythme actuel, dans leur mentalité actuelle, un jour ou l'autre, ils feront en sorte de faire sauter la mosquée Al-Aqsa et de construire le temple. Voilà. C'est quelque chose qui arrivera si on continue, enfin si rien n'arrête les Israéliens. Et je ne vois pas aujourd'hui ce qui pourra les arrêter. Voilà. RR, tu avais une autre question ou je donne la parole à quelqu'un d'autre? Oui, merci M. Cohen de m'avoir répondu. Et j'avais aussi une autre question, c'est par rapport aux différents pays du Maghreb, en l'occurrence le Maroc, qui beaucoup dans les relations diplomatiques, c'est beaucoup associé à Israël. Et je voulais savoir quel rôle joue le Maroc dans les pays arabes, alors surtout vis-à-vis de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. Voilà. Merci. Bon,
D'abord, le Maroc a été, depuis Hassan II, hein, c'est-à-dire depuis 1961, le Maroc a été un avocat, un défenseur, disons, de l'entente avec Israël. Voilà, disons. Il avait reçu, ce qui était quand même assez exceptionnel, en 1986, le Premier ministre de l'époque et le ministre de la Défense. Il les a reçus publiquement, alors qu'il n'y avait même pas les accords d'Oslo. Et donc, il a fait en sorte de rendre la présence israélienne, comment dire, admissible, c'est-à-dire dans la mentalité arabe, en tout cas au Maroc, de plus en plus. Et il a joué le rôle auprès des monarchies du Golfe pour faire accepter l'idée d'un Israël. En dehors, la majorité des pays arabes, dès 1967, ont accepté l'idée d'Israël. Mais un Israël qui serait plus impérialiste, occupant, etc. Or, le Maroc, comme d'autres pays, on accepte un Israël impérialiste. C'est-à-dire que le Maroc, qui est en principe responsable d'Al-Quds, qui est à la tête du comité Al-Quds pour défendre l'intégrité d'Al-Quds, eh ben, il admet, il accepte la judaïsation de Jérusalem, l'occupation de Jérusalem, etc. Même s'il le dit ailleurs que oui, nous sommes patati patata, mais c'est des mots. Donc concrètement, le Maroc, avant, avec Hassan II, a fait un travail préparatoire colossal pour faire accepter Israël au sein du monde arabe, enfin en tout cas d'un certain monde arabe, et avec la normalisation, c'est carrément introduire Israël comme un agent stratégique majeur en Afrique du Nord, capable éventuellement de donner des coups, en tout cas de surveiller ou de déstabiliser les pays qui n'accepteront pas la domination américano-sioniste, et en particulier l'Algérie. Voilà. Donc le Maroc joue un rôle tout à fait consciemment d'allié indéfectible de l'axe américano-sioniste dans la région. Alors, merci, M. Cohen, c'est une réponse intéressante. Je vais rebondir avant de donner la parole à Perle d'Orient et Mex qui est remonté là sur TikTok. C'est intéressant ce que vous dites parce que malgré tout, on voit que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Algérie est la cible depuis 20 ans, plus de 20 ans peut-être, de déstabilisation. Et on voit qu'aujourd'hui, ça continue et elle est attaquée, du moins elle est attaquée. Il y a des choses très proches des frontières, que ce soit du côté marocain avec cette normalisation, que ce soit du côté du Mali aujourd'hui, de l'autre côté avec la Libye, le général Haftar. Et effectivement, c'est très resserré au sein. Ça. Ah, Monsieur Cohen. Il y a eu un bug. Hein. Ouais, vous avez entendu une partie. Moi, je disais, est-ce que l'Algérie a la capacité de résister face à ces menaces aujourd'hui, qui datent depuis bien longtemps, mais aujourd'hui qui s'accentuent? Oui, enfin, d'abord, la Russie a des alliés importants. La Russie, la Chine, et ça, c'est quand même, voilà, c'est important, c'est colossal, ça aide, et donc ils lui fournissent bien un appui diplomatique. L'Algérie n'est pas isolée sur le théâtre africain. La Russie a des alliés, même peut-être un peu moins, mais a des alliés au niveau européen quand même, avec l'Italie. Donc, et l'Algérie se prépare. Enfin, je veux dire, elle connaît, elle a conscience des menaces qui pèsent sur elle, et donc elle se prépare. Enfin, j'imagine. De toute façon, elle a passé des accords avec sur les armes.
l'entraînement, etc., avec la Russie. Et donc, je suis sûr que la Russie et la Chine font tout le nécessaire pour renforcer ce pays et l'aider à contrer toutes les formes de menaces. Parce qu'il n'y a pas seulement la guerre, mais il y a la guerre d'information, de déstabilisation, d'armement, d'information, etc. Et donc, je pense que l'Algérie est consciente de ces menaces et prend l'affaire très au sérieux. Voilà. Il y a encore un bug. Hein. Salam rahmatullahi wa barakatuh. Shalom à tous. Déjà, moi, le fait que vous ouvrez un lave comme ça, très objectif. Attends 2 secondes. Monsieur Cohen, vous m'entendez? Oui. Désolé. Alors, c'est parti. Allez-y. Vous avez continué votre intervention. Il n'y a pas de souci. Je vais donner la parole avant Mex. Je suis désolé. Il y avait Perle d'Orient. Tu la prendras après. Perle d'Orient, c'est à vous. Le micro, on ne vous entend pas. Perle d'Orient, une fois. Vas-y, Mex, c'est à toi. Peut-être qu'elle ne sait pas comment activer le micro, mais vas-y. Ok, je viens d'activer le micro. En tout cas, merci à vous de... Depuis la mise en place du Premier ministre Netanyahou, depuis qu'il est arrivé, même s'il y a eu des basculements à gauche avec Ehud Barak, mais c'est toujours les ficelles, elles ont été tirées par en dessous, et la position très, on va dire, religieuse de Monsieur Netanyahou, avec le rapprochement du rabbin, et même quand il fait son élocution le 8 octobre en parlant du verset d'Isaïa, c'est déjà très dans un côté guerrier et de reconquête totale, c'est-à-dire ne laisser aucun répit et d'aller jusqu'à mort sans suivre. Et c'est ça qui est triste, sachant que dans le passé, ces États, cette politique et ces actions ont déjà été effectuées en 1946 dans le Grand Hôtel à Jérusalem, qui a été saboté. Ensuite, en 51 en Algérie, aussi au Maroc. Après, jusqu'en 67, il y a eu toujours des attentats comme ça pour faire rapatrier des Juifs en masse en Israël, enfin en Palestine occupée. Voilà. C'est pour ça que. Alors, Monsieur Cohen t'entend. Donc, est-ce que si tu peux, si tu as une question à lui poser, comme ça, il pourra nous répondre. Vas-y. Ma question, c'est fondamentalement, c'est pas l'empire de David qui veut avoir c'est d'avoir le grand Israël, c'est-à-dire de l'Euphrate au Nil, ou c'est autre chose encore? Parce que là, les proportions et les ambitions, pour moi, sont flagrantes parce qu'elles ont plus de limites. Voilà. Merci. Monsieur Cohen. Cette histoire du Nil à l'Euphrate, c'est un peu une image qui ne correspond pas du tout à la réalité.
Peut-être elle est née dans des esprits un peu, bon, comment dire, un peu fous, parce que tout simplement, elle est, comment dire, elle est impraticable. Voilà. On n'imagine pas. Je veux dire, si les Israéliens étaient 25 millions, 30 millions, bon, on aurait pu encore. Bon. Mais le fait est, comme je l'ai dit tout à l'heure à quelqu'un, il y a effectivement des rêves d'expansion. Mais ces rêves d'expansion se limitent, et c'est déjà pas mal, se limitent au sud Liban, à l'est du Jourdain et à la bande du Sinaï, voilà, qu'ils aimeraient bien récupérer. Et c'est déjà énorme comme morceau à prendre, voilà. Mais je vois mal comment ils pourraient aller jusqu'à l'Euphrate. Vous savez, un jour, j'avais dit que ce n'est pas tellement l'occupation des territoires qui compte. Israël peut être considéré comme un empire au Moyen-Orient. C'est quoi un empire? Ça veut dire c'est un petit État qui peut dicter sa volonté à pas mal d'États environnants. Voilà, c'est ça l'empire. Il n'a pas besoin d'occuper, il n'occupe pas l'Égypte, il n'occupe pas la Jordanie, il n'occupe pas les Émirats arabes unis, mais il leur dicte sa volonté. Ça veut dire, il leur dit, voilà, moi j'ai envie de garder Jérusalem, etc. Et les autres acceptent. Et donc, c'est ça, à mon avis, ce qu'ils recherchent. Pas tellement, ils n'ont pas les moyens, c'est pas qu'ils n'en rêvent pas, mais ils n'ont pas les moyens démographiques de s'étendre à volonté sur des centaines de kilomètres. Ils n'ont pas les moyens démographiques. Voilà. Donc, mais par contre, ils ont développé une influence qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, il y a les monarchies du Golfe se soumettent, l'Égypte se soumet, enfin le régime égyptien, le régime jordanien, le régime marocain, et les autres pays arabes qui restent, ben, ils résistent comme ils peuvent, mais très difficilement. Donc la notion d'empire, c'est ça qu'il faut voir, c'est comment la voir de manière, c'est pas une occupation et une colonisation, voilà. C'est une influence. Très bien, merci. Perle d'Orient, c'est à toi. Je ne sais pas si tu nous entends. Non. Non, toujours pas. Bah, vas-y, continue, mec. J'ai les commentaires à lire. Il y avait une ou deux questions à poser à M. Cohen. Si tu veux réagir encore avec M. Cohen, vas-y, je t'en prie. Oui, d'accord. Merci de me donner cette opportunité. Et vous nous avez éclairé voilà, même s'ils dictent leur volonté, on sait très bien que la machine, elle est déjà enclenchée, et ceux qui peuvent, comment dire, contrecarrer leur plan, on sait très bien que la cible directe, c'est l'Algérie. Après, l'Iran, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a aussi l'Irak, même si c'est beaucoup plus compliqué encore, parce que voilà, l'Iran, on sait très bien que c'est une force hyper puissante, mais par rapport à l'Algérie, étant donné qu'elle est dans l'ouverture de la Méditerranée, c'est là aussi qui bloque. Après, c'est pour ça que moi aussi, je vois la perspective que l'Algérie a subi énormément de pression, sachant qu'il y a aussi des anciens de l'OAS qui étaient à l'Algérie, des anciens Algériens d'origine hébraïque qui sont immigrés en 67 en masse en terre occupée de Palestine, qui est passé Israël. On sait très bien que l'Algérie, c'est l'épine dans le pied d'Israël. Merci à vous. Non, mais de toute façon, Israël mène une guerre sur tous les fronts. Voilà. C'est-à-dire, vis-à-vis de l'Algérie, ils s'occupent de l'Algérie d'une certaine manière. Voilà, ils ne vont pas lui faire la guerre directement. Bon, donc, ils ont un allié sur place qui est à côté, donc ils peuvent. Et vis-à-vis de l'Irak, ils ont d'autres méthodes. Vis-à-vis de l'Iran, ils ont d'autres méthodes. Donc, en fait, c'est pas une guerre
il ne faut pas imaginer que ce pays lance des guerres comme ça, tous azimuts en même temps. Mais chaque région, il s'en occupe à sa manière, voilà, différemment. Donc, il s'occupe un peu de chaque pays, mais selon les opportunités, les possibilités, etc. Voilà. Alors, est-ce que selon vous, Monsieur Cohen, le Maroc reste le seul pays capable d'arriver à une solution juste et durable entre les Palestiniens et les Israéliens? Mais pas du tout. Voyons, il ne faut pas rêver. Les Marocains, comment dire, ils ont cette illusion. Mais enfin, ils sont pas, à mon avis, ils ne sont pas stupides au point de croire. Peut-être qu'ils le sont. Vous savez, des fois, on s'auto-suggère. Voilà, il y a de l'autosuggestion. On se dit, et les sionistes doivent leur dire, ils doivent leur passer la main. Vous savez, comme on caresse un toutou, et ils doivent leur dire, oui, oui, on cherche une solution, etc. Il faut nous aider à trouver une solution. Alors les Marocains se sentent pleins d'orgueil, disent oui, oui, on va y arriver, etc. Donc, mais en fait, qu'un dirigeant arabe pense, quel qu'il soit, qu'un dirigeant arabe pense qu'Israël peut accorder un État aux Palestiniens, c'est que ou il est bête, ou il est stupide, ou il est complice d'Israël, ou il n'a rien compris. Enfin, c'est impossible. Voilà. Si on analyse quelqu'un, un dirigeant, n'importe qui analyse la situation rationnellement, lucidement, vous savez, moi, ça fait 30 ans au moins, même si à l'époque, il n'y avait pas des réseaux sociaux, mais j'avais compris une chose, j'ai écrit un roman qui s'appelle Dieu ne repasse pas à Bethléem. Il y a 15 ans, à travers ce roman, je décrivais l'impossibilité d'accorder un État palestinien. Donc, en fait, ceux qui en rêvent, ils sont, je ne sais pas, enfin, je ne vais pas répéter les adjectifs, mais cela relève du domaine de l'illusion. Bien sûr. Je peux me permettre de poser une question? Vas-y, je t'en prie, vas-y. Je peux me permettre? Vas-y, vas-y. Ouais, voilà. Je voudrais poser une question parce que je suis algérien. Je vais poser une question qui me concerne directement parce que j'ai la crainte de on va dire, mes compatriotes et mes concitoyens. Qu'est-ce que pensez-vous du président Tebboune? Question simple. Écoutez, je sais pas, enfin, je sais pas quoi dire. Voilà, non, enfin, je connais pas très bien enfin, il tente de défendre les intérêts de son pays en fonction enfin, je vous fais une réponse bateau, hein. Je suis désolé, je vais pas. Alors attendez, Monsieur Cohen, avant de répondre à cette question, bon, je vais la. Que pensez-vous de. C'est bloquant. Bon. Vous m'entendez?
Il y a eu un bug. Hein. Voilà. Donc, je disais, il vous a posé la question sur le président Tebboune. Moi, Oui, j'ai juste comment dire, prolongé la question, mais plutôt, qu'est-ce que vous pensez de la diplomatie algérienne? C'est une diplomatie, comment dire, euh, en tout cas qui m'apparaît comme voulant avoir le maximum d'indépendance, ne pas subir les dictates, même si c'est difficile d'échapper à ça, mais de ne pas subir les dictates de l'Occident, notamment par exemple en ce qui concerne la politique énergétique. Et donc il y a une forme d'indépendance qui prend ses racines dans le mouvement des non-alignés, très cher à l'Algérie post-indépendance, Boumedienne, etc. Et donc, il y a effectivement il y a un aspect qui ne plaît pas beaucoup aux Occidentaux, qui est c'est un pays, dans une certaine mesure quand même, qui n'obéit pas au doigt et à l'œil. Ah, on l'a perdu, on l'a perdu. Qui n'obéit pas au doigt Il et a- à l'œil. Qu'est-ce que c'est intéressant? Ah, Vous me laissez parler? Hop. ouais. Ouais. On n'a pas entendu la fin de votre intervention, Monsieur Cohen. Ça a Bon, coupé. parce que j'entendais une voix là qui ne répond pas au doigt et à l'œil aux exigences de l'Occident. Voilà. Donc, il y a des alliances avec la Russie, avec la Chine, qui n'a pas envie de s'aligner. Et donc, il a toujours été comme ça. Et c'est pour ça qu'on lui cherche des noises. Voilà. Très bien. Alors, on va pas trop s'attarder parce qu'il y a quand même un souci de connexion ce soir. Je vais donner la parole à Palingus, s'il est là. Palingenius, s'il nous entend. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour ton aide, c'est intéressant. Et félicitations, M. Cohen, pour 80 ans. Merci. Voilà, moi je vais vous poser 3 petites questions et je vous dis, vous avez le droit d'utiliser des jokers, sans souci. D'accord. La première question, voilà, pas de problème. La première question, ce serait sur le... Je ne sais pas si vous en avez parlé, parce que je n'étais pas là depuis le début, de la prophétie de la vache rousse. Voilà. Et mes autres questions, voilà, sur le... Ce serait, on va être un peu dans le même domaine, sur l'eschatologie. Ah non, il y en avait une autre, pardon, plus géopolitique, c'était pour revenir sur l'Algérie. On entend parfois dire qu'en fait, il y a des accords cachés entre l'Algérie et Israël, que je doute fort, mais surtout sur des ventes de gaz. Voilà, j'aimerais savoir si vous avez des informations là-dessus ou ce que vous en pensez. Vente de gaz algérien à Israël. Ouais. Est-ce que c'est possible, probable, ou c'est vraiment des fake news? Ouais. Et mon autre question, c'était concernant l'eschatologie. Je ne sais pas si vous vous intéressez à ça, mais je sais que vous avez été un moment au contact des milieux soraniens. Donc, vous avez peut-être connu ou fréquenté celui qu'on appelle Cheikh Imran Hussein, qui a développé pas mal de choses sur l'eschatologie, notamment musulmane. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, voilà, de l'aspect eschatologique d'un point de vue... Alors, je sais pas, je suppose que vous êtes de religion quand même juive. Donc, est-ce que vous avez une position par rapport à l'eschatologie juive et l'eschatologie musulmane? Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Monsieur Cohen va essayer d'y répondre, mais voilà, pour essayer d'aller vite, on va laisser Monsieur Cohen répondre. Allez-y, Monsieur Cohen. La vache rousse, c'est un des éléments de la reconstruction du temple et de cette période messianique. Donc, il faut avoir cette vache rousse, etc. Bon, et apparemment, a priori, ils l'avaient eu au mois d'avril, mais ils auraient dû l'égorger, enfin, ou la sacrifier plutôt, selon un certain rite, ce qui n'a pas été fait. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais disons, ça rentre dans toute la mystique messianique. Voilà, le temple, etc. Bon. Deuxièmement, est-ce qu'il y a, vous savez, même entre les pays ennemis, il ne faut pas croire que les pays ennemis n'ont pas de contact. Il peut y avoir des contacts
par exemple, mais indirectement, par exemple, entre l'Algérie et Israël, parce que les États ont nécessairement des choses à se dire. Voilà. Mais il y a même, je suis sûr, il y a des contacts entre Israël et l'Iran, il y a des contacts entre l'Amérique et la Russie, même aujourd'hui, etc. Donc, des contacts, ça veut rien. Entre les États, il y a toujours des canaux de communication. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y aurait eu de vente de gaz? Moi, je ne suis pas au courant. D'autant plus, ça me paraît un peu bizarre, mais peut-être c'était vieux, parce qu'aujourd'hui, enfin en tout cas depuis quelques années, Israël exporte le gaz et est un vendeur de gaz sur le marché international. Donc peut-être ça a concerné une histoire d'il y a 10 ans, je ne sais pas, mais en tout cas depuis quelques années, c'est Israël qui est exportateur. Bon, l'eschatologie juive, en fait, au départ, il n'y avait pas du tout de dimension eschatologique à la création d'Israël. Voilà, parce que ça a été fait par des marxistes, des communistes, des nationalistes athées, et donc qui n'avaient qu'un rapport très très lointain avec la religion, avec la Bible, avec les textes sacrés. Il n'y avait même pas 1% de religieux en Israël en 1948. Voilà. Donc en fait, cette eschatologie est venue après, c'est-à-dire elle s'est développée avec le développement des religieux, c'est-à-dire là on commence à parler du Messie, du temple, etc. Et donc Israël prend, enfin en tout cas c'est un pays, c'est une société qui prend de plus en plus des allures, comment dire, comme tout à l'heure je crois que j'ai fait allusion à une espèce de retour ou de recréation d'un Israël mythique qui régnait, qui rayonnait au temps du roi David et du roi Salomon. Voilà ce que je peux dire brièvement pour répondre à vos questions. Voilà. Très bien, c'était Aïssa N. Bonsoir. Votre micro, Issa. Issa, une fois, deux fois. Oui, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? oui, on vous entend. D'accord. Ok, donc je voulais vous dire joyeux anniversaire. D'abord, vous ne les faites pas, vos 80 ans, Monsieur Cohen. Merci. Voilà, et puis je voulais savoir, vous personnellement, je veux dire, avec toutes ces histoires qui se passent, en fait, le fait que toutes ces images qui sortent d'Israël, de violeurs, d'assassins, etc., est-ce que ça ne, vous, en tant que juif, ou les juifs en général, ça ne les affecte pas, que ça ne crée pas justement de la haine anti-juif dans le monde? Est-ce que justement Netanyahou et sa clique ne travaillent pas contre les juifs du monde? Et est-ce que personnellement vous ne vous sentez pas affecté? Alors, le problème, c'est qu'au départ, ça veut dire jusque dans les années 40 et 50, les sionistes n'étaient pas des juifs. Vous savez, encore une fois, au Maroc, par exemple, moi je viens du Maroc, j'ai grandi dans un ghetto, le Mela, quand même qui était assez important, puisqu'il y avait 18 000 âmes à peu près. Hein. Et il y avait un bureau des sionistes qu'ils avaient ouvert dans le Mela. Et les juifs de Meknes, à l'époque, ils regardaient ces sionistes comme des gens, comme des mécréants, des gens qui n'appartenaient pas au peuple juif. Voilà. Et donc, en fait, les juifs dans le monde, les religieux notamment, les traditionalistes, ne se reconnaissaient pas du tout dans ces mécréants, voilà, qui voulaient, contre la volonté divine, recréer un Israël qui ne devait voir le jour qu'avec la venue du Messie. Et donc, mais en fait, les sionistes ont réussi ce tour de force d'identifier ou d'obliger les Juifs dans le monde à s'identifier à Israël et aux sionistes. Moi, je ne m'identifie pas aux sionistes. C'est-à-dire que pour moi, je ne suis pas leur coreligionnaire
ou leurs compatriotes, ni rien du tout. Voilà. Et donc, voilà. Mais malheureusement, les sionistes ou leurs organisations ont réussi à faire main basse sur les organisations communautaires à travers le monde et donc à s'accaparer le titre de porte-drapeau des Juifs du monde. Et ce faisant, au lieu de les protéger, ils les mettent en danger parce que les Juifs, dans l'esprit des gens, sont associés à des criminels, enfin aux sionistes. Voilà. Et malheureusement, bon, moi, bien sûr, le problème vient aussi sur le plan personnel, c'est que toute ma famille, au sens très large, est partie en Israël, s'est installée en Israël, du Maroc, bon, pour des raisons, etc. Enfin, bon. Et moi, je vois c'est-à-dire, ce sont des gens qui, au départ, n'étaient pas, ils détestaient Israël. Il faut voir comment les Marocains, dans les années 60, ils n'avaient qu'une envie, c'est de repartir au Maroc. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'on leur disait ah ben, on vous a amené ici, il faut rembourser les frais qu'on a dépensés pour vous. Et donc, ils étaient obligés de rester. Et leurs enfants ont été éduqués à la sioniste, ils ont été envoyés à l'armée, etc. Et donc, ils sont devenus sionistes par la force des choses, et même ultra-sionistes. Voilà, malheureusement, alors qu'ils ne l'étaient pas jusque dans les années 60-70. Donc, voilà un peu, enfin, pour répondre un peu rapidement à votre question. Bon, on prend une dernière, Walia. Hein. Alors, on va prendre une dernière. Point nommé, c'est à vous. Oui, merci de me faire monter. Bonjour, Monsieur Cohen, salam alaikum à tous. Monsieur Cohen, je ne sais pas si vous m'entendez, moi j'ai qu'une question. Oui. On a entendu il y a quelques mois, on est au courant maintenant que des effectifs de l'armée de Tsahal sont au Maroc, aux frontières de l'Algérie. Est-ce que vous pensez que c'est juste une intimidation ou est-ce qu'il y a un projet de tir, hein, clairement? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que ça peut arriver un jour? Et qu'est-ce qui pourrait arriver si un jour il y a des tirs qui partent de là-bas? Alors moi j'avais exprimé la crainte, je l'ai souvent dit, j'avais exprimé la crainte que le Maroc ou le régime marocain, voyant parce que bon quand même si aujourd'hui un peu moins, mais l'armée sioniste, Tsahal, a une réputation dans le monde, etc. Et vis-à-vis du Maroc, pour les Marocains, enfin en tout cas pour les militaires marocains, c'est un plus extraordinaire, enfin qu'ils considèrent extraordinaire. Bon, ils ont signé pour des milliards pour des satellites, pour des constructions de drones, etc. Et donc, j'ai souvent exprimé cette crainte que le régime marocain, peut-être boosté par l'influence américano-sioniste, puisse un jour se dire je peux mener une guerre éclair contre l'Algérie, lui donner une tannée et l'obliger à reconnaître ma souveraineté sur le Sahara occidental. Voilà. C'est-à-dire, ça peut, enfin, en tout cas, moi, c'est la crainte que j'ai, c'est que le Maroc puisse, ou le régime marocain puisse se dire j'ai la possibilité de taper un grand coup et de dire aux Algériens bon, maintenant, ça suffit, le Sahara est à moi, et maintenant, voilà, vous allez recevoir une tannée et vous allez prendre pour acquis ma souveraineté sur le Sahara. Voilà. Est-ce que ça arrivera? Ça, j'en sais rien. Mais disons que ça se prépare. Voilà. Mais vous savez, on se prépare toujours pour la guerre, pour toute forme de guerre, de conflit, etc. Après, ça se décide au moment voulu. Est-ce qu'ils décideront, est-ce que les circonstances amèneront à cette éventualité? J'en sais rien. Mais en tout cas,
le fait d'amasser, de s'armer, d'amasser des troupes, de s'organiser, etc., ça peut vouloir, enfin, ça peut attirer, ça peut pousser à cette éventualité. Voilà. Alors, Oui. M. Cohen, est-ce que vous pensez que la frappe qu'il y a eu pour éliminer Ismaël Haniyeh est possible, justement, par rapport à ce que vous dites là, depuis le Maroc, par l'entité sioniste, sur une base en Algérie ou sur Alger, voilà. Est-ce que c'est possible selon vous? Non, non, enfin, à mon avis, non. Parce que ça serait une. Comment dire? Moi, je ne verrais pas ce scénario. Parce que c'est un scénario qui. Comment dire? Il n'engagerait ce scénario que pour entraîner une escalade. Parce que ça rime à rien de tirer sur une base ou de tuer un responsable. C'est ridicule. C'est-à-dire, on le fait dans la mesure où on s'attend à une escalade et on se prépare à une escalade. Mais faire un acte de guerre comme ça, de violation, d'agression unique et sans lendemain, c'est complètement aberrant, enfin, c'est stupide même. Donc, un acte ne peut se faire, par exemple, l'assassinat de Haniyeh, il a été fait dans une certaine logique, comment dire, dans une logique de provocation vis-à-vis de l'Iran, etc. Et d'affirmation d'une certaine impunité. Mais le Maroc ne ferait pas ça parce que juste pour le faire, voilà. À moins d'avoir un plan derrière d'escalade. Bon, je vois que. Voilà, merci M. Cohen. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Désolé pour les problèmes de connexion ce soir. Et encore une fois, bon anniversaire à vous et que la santé soit bonne pour vous et longue vie à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Voilà, merci M. Cohen. Au revoir. Merci pour ce vœu. Voilà les amis. Les amis, attendez une seconde. Attendez s'il vous plaît, une seconde. Ne prenez pas la parole, je clôture mon live sur YouTube et j'arrive vers vous. À tout de suite. Bougez pas. Donc les amis, merci à tous d'avoir participé sur toutes les autres plateformes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, pour une nouvelle chronique d'actualité. Je vous mets le petit générique de fin, étant donné que c'est l'anniversaire de M. Cohen. On va vous mettre, bien sûr, celui-ci. Voilà. Bougez pas, les amis. En tout cas, merci à chaque fois de m'inviter. Ce qui est très vrai dans ce qu'il a dit, c'est très bien que c'est le fanatisme sioniste.